Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h dans lequel nous reviendrons ce soir, bien évidemment sur le drame de Koungou survenu la semaine dernière. Hier s'est tenue une réunion à la préfecture dans le cadre de l'habitat illégal. Plus de détails juste après les titres de ce mercredi 17 janvier. L'octroi de mer revient encore une fois animer les débats. La cause, une délibération datant de l'année 2016 non reconduite. Délibération qui visait à dispenser d'octroi de mer les marchandises importées. Le MEDEF voit ça comme un retour en arrière qui pourrait avoir de graves conséquences sur l'activité économique de l'île. Et explication en ouverture de votre journal. Suite au drame qui s'est déroulé à Koungou la semaine dernière, le préfet de Mayotte, Frédéric Vaux, a organisé hier une réunion en présence des maires, des élus, mais aussi du procureur de la République. L'objectif était de trouver des solutions efficaces et pérennes pour lutter contre l'habitat indigne et donc contre la mise en danger de ses occupants. Reportage. Défrichement, déforestation, culture sur brûlis, monoculture, toutes ces pratiques sont à l'origine de la fragilisation des sols et donc de la mise en danger des populations. Pour le cabinet Incidence, le meilleur moyen d'éviter les glissements de terrain reste la préservation de l'environnement. Pourquoi et comment? Mise en lumière à la fin de votre journal. En économie, l'octroi de mer refait surface parmi les dossiers brûlants du conseil départemental. Une délibération en 2016 qui, pour rappel, dispense certaines marchandises importées de cet outil fiscal au titre de l'intérêt de la production et de l'emploi local n'a pas fait l'objet dernièrement d'un vote en séance plénière, sachant que le dispositif prenait fin le 31 décembre dernier. Si du côté du département on parle aujourd'hui d'omission, chez les patrons de l'île, on apprécie moyennement cet oubli. Reportage. L'octroi de mer fait son grand retour sur la table du département. La raison, une délibération datant de l'année 2016 non reconduite. Un débat qui devait à nouveau dispenser d'octroi de mer les marchandises importées, favorisant la production locale et ainsi l'emploi sur le territoire. Du côté du patronat, on parle pour le moment d'une omission de la part du conseil départemental. Du côté du conseil départemental, on dit qu'ils ont simplement oublié de faire voter la délibération en 2017 et qu'ils vont réparer en janvier 2018. Si c'est que ça, bon, on aura eu un petit coup de peur et finalement ça ira bien. Mais en tout cas, l'économie mahoraise ne peut pas se permettre ça au moment où en plus elle se prend l'application du Code du travail. On n'a pas beaucoup de production locale à Mayotte. Il faut préserver celle qui existe et encourager les gens à développer de nouvelles productions locales. Un retour en arrière qui pourrait avoir des conséquences sur l'activité économique de l'île. Premier secteur qui pourrait être touché, le BTP. En cas de non-prorogation, les taux d'octroi de mer sur les matériaux de construction pourraient passer de 2,5 à 20%, soit une augmentation de près de 17 points. Des filières et une production locale donc menacées. Pour le MEDEF Mayotte, il est urgent de réagir. Nous avons eu des contacts avec le conseil départemental qui doit se souvenir comme nous du précédent conflit et qui nous a laissé entendre qu'une solution sera trouvée dans le courant du mois de janvier. Nous sommes à plus de la moitié du mois de janvier, donc nous espérons une solution avant le 31 janvier. Donc plus qu'inquiet, je suis confiant dans le conseil départemental pour trouver une solution cette fois-ci. Mais nous nous tenons prêts à, s'il le faut, à organiser une mobilisation telle que celle que nous avions déjà organisée. 2 ans après l'opération coup de poing menée par les patrons de l'île, le conseil départemental tient à éviter de nouveaux incidents au sein de son hôtel. Contacté, le département n'a pas donné suite à nos sollicitations sur un dossier décidément très épineux.
Bonsoir Pierre Bellucci. Bonsoir Sony, bonsoir à tous. Alors Pierre, a priori on a ici affaire à un petit incident diplomatique qui devrait être rapidement rectifié par le département. Oui, alors ça ce sont les dernières informations effectivement qu'on a pu avoir de la part du département qui nous explique que c'est une erreur, il s'agit d'une malencontreuse erreur quand même, qui va être rectifiée lors de la prochaine commission permanente qui va avoir lieu à la fin de ce mois de janvier. Donc voilà, ça a été mis à l'ordre du jour, cette question de l'octroi de mer. Donc normalement tout devrait rentrer dans l'ordre d'ici la fin du mois de janvier. Maintenant effectivement il y a la question de la rétroactivité puisque forcément durant ce mois il y a eu des dommages. Donc, et puis les patrons ne sont absolument pas d'accord, c'est un oubli quand même qui est grave. Donc voilà, on se souvient quand même de ces images aussi, on les a revues, cette tension qu'il y avait eu autour de cet octroi de mer. Voilà, quelques années après, moins de 2 ans après, on revient sur la même problématique. Voilà, il y a eu un oubli et on espère qu'au niveau de l'exécutif, on saura aussi aller parler aux patrons et leur dire qu'on est désolé et qu'on va tout mettre en œuvre pour rectifier le tir. Et un exécutif qui n'aura plus cette fois-ci le droit à l'erreur, comme on dit. Oui, parce que effectivement le patronat il a un pouvoir important, un pouvoir économique sur le département et lorsqu'il est mis à mal par un octroi de mer comme celui-là qui a été augmenté sur la production locale en plus. C'est vrai qu'on avait un peu du mal à comprendre à l'époque et on se souvient notamment pour les pharmaciens, on se souvient de Monsieur Mac qui expliquait que c'était catastrophique, ça allait être catastrophique pour l'économie en fait du département. Donc voilà, les choses vont rentrer dans l'ordre normalement. En tout cas, on va suivre de très très près cette affaire et puis on imagine que du côté des patrons, de toute façon, ils mettront la pression jusqu'au bout si tant est que le tir n'était pas rectifié rapidement. On l'a entendu effectivement Thierry Galland dans le reportage, il se tenait prêt. Tout à fait, ils sont prêts et on l'avait vu, ils ont eu une force d'action quand même assez impressionnante. Hein. On a vu ces images où ils montent, ils investissent le département, où il y a même eu des bousculades. Voilà, effectivement, tout le monde n'a pas la même force d'action. Du côté du MEDEF, c'est vrai qu'on se met rarement dans la rue, mais quand on s'y met, en général, ça fait son effet. On peut dire ça. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Autre titre ce mercredi, une semaine après le drame de Koungou, le préfet Frédéric Voix a réuni hier élus municipaux et départementaux en présence du procureur de la République avec pour objectif de trouver des solutions efficaces et pérennes face aux habitations construites dans l'illégalité, des habitations synonymes actuellement de danger pour ses occupants. Alors quels sont les points à retenir de cette rencontre? Les détails dans ce reportage d'Adèle Laurent. Préfet, procureur de la République, maire, élus, hier, tous étaient réunis pour discuter d'une question cruciale, la mise en péril des populations vivant dans les zones à risque sur le territoire. En réalité, il s'agit bien d'un problème humain, parce que là, il y a mise en danger des hommes et des femmes qui vivent ici, pas seulement dans les hauteurs. Parce que ce n'est pas seulement une question d'étrangers ou pas, mais c'est une question de vie ou de mort qui concerne tous ceux qui habitent ici. Je rappelle juste un chiffre, 80% de Mamoudzou a au moins un aléa fort. Ça veut dire que nous sommes tous ici en danger. Donc il fallait à tout prix que tous les protagonistes, État, collectivités et services et autres concernés se réunissent pour déjà discuter des suites à donner par rapport à Koungou, mais au-delà de Koungou, voir comment est-ce que nous pouvons anticiper pour que ce qui s'est passé à Koungou ne se reproduise plus, sachant que c'est tout Mayotte qui est comme ça, sachant que surtout Mamoudzou, tout le monde est exposé à Mamoudzou. Avec 3800 logements situés dans des zones à risque, rien que sur la commune de Dembéni et du chef-lieu, les chiffres sont en effet alarmants. La commune de Mamoudzou vient d'ailleurs d'activer son plan de sauvegarde. La police municipale est en ce moment sur le terrain pour informer les populations installées dans ces zones à risque du danger auquel ils s'exposent. La mairie procédera ensuite à la publication d'arrêtés pour expulsion ainsi qu'à la mise en place de panneaux signalant les dangers. Il faudra, c'est ce qu'on s'est engagé ensemble, tout faire pour sauver des vies quand on le pourra. Et sauver des vies, c'est justement dire déjà, informer la population de ne plus s'installer et là où il ne faut pas, de ne pas se mettre en danger. S'ils ne partent pas, soit
c'est à leur risque et péril où la commune, en tout cas, décidera des sanctions à prendre derrière. Mais ce qui est sûr, c'est que ce travail d'information se fait et va continuer. Et nous allons continuer aussi le travail de sanctions et d'évacuation des zones à risque. Ensuite, après, régler en profondeur la question migratoire, parce qu'il faudra aussi trouver une solution là-dessus. Sinon, sur le territoire, les gens se déplacent. Vous enlevez une occupation illégale à Mamoudzou, les gens vont se déplacer pour aller à Bandélé ou pour aller à Banaba. L'État s'est engagé hier à alléger les procédures de droit face aux habitations illégales, mais également à accélérer leur exécution. La question de l'hébergement d'urgence a également été évoquée durant cette réunion. Avec 155 places actuellement sur le territoire, le système d'hébergement d'urgence de l'île est clairement insuffisant pour accueillir les populations en danger. Pour preuve, sur les communes de Mamoudzou et de Dembéni, ce sont 5816 places d'urgence qu'il faudrait trouver. Concernant les logements sociaux, évoqués notamment par la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, l'île accuse également un retard considérable, avec à peine 300 logements sociaux sur tout le territoire. La faute notamment à des financements fluctuants, comme ceux prodigués par la ligne budgétaire unique en faveur du logement social pour les régions d'outre-mer. Nous étions à 17 millions, nous sommes à 14 millions d'euros, c'est largement insuffisant. Nous, au niveau de la CADEMA, Mamoudzou Dembéni, pour éradiquer l'habitat indigne, il nous faudrait 136 millions d'euros. Et en face, vous avez 14 millions d'euros de LBU. Le compte n'y est pas. Ça, c'est sur le logement social. Il faut effectivement un effort financier. Il faut aussi plusieurs opérateurs. Et il faut aussi sur le terrain des entreprises, mais aussi de foncier disponible. Mamoudzou, d'ici 2019, il nous fallait 3000 logements. Ce n'est pas possible. Donc quand on voit le rythme de construction des logements sociaux à Mayotte par la CIM, quand on voit le parc de logements sociaux ici, il y a 3000 demandes, il n'y a que à peine 300 logements sociaux. Donc il y a vraiment carence en matière de logements sociaux. L'État a rappelé hier la possibilité pour les communes de solliciter les fonds de secours d'extrême urgence du ministère des Outre-mer. Un comité de suivi devrait être mis en place d'ici peu et les maires se réuniront à nouveau le 25 janvier. Mairie, État, propriétaires de terrain mais aussi citoyens. Pour Mohamed Mandjé, le temps est en tout cas venu pour chacun de prendre ses responsabilités afin d'éviter d'autres drames. Hier, nous l'évoquions lors de notre édition, la frayeur d'un locataire d'une maison CIM victime d'un glissement de terrain sur son habitation. Un résident de Passamaïti qui est revenu sur cet incident et a fait part de son inquiétude quant à l'état de la colline surplombant son quartier. Si des agents de la Société immobilière de Mayotte se sont rendus sur place, pour l'heure, aucune solution de relogement n'est envisagée. Nasser demande donc une mise en sécurité et rappelle que la situation de péril imminent ne concerne pas uniquement les habitations de fortune. Écoutons ces propos recueillis par la matinale de Kwezi. La question de la ministre, dans sa tête, elle voyait les bidonvilles. Mais ce n'est pas des bidonvilles. Ça, c'est des maisons CIM, dignes à leur nom. Et le loyer, c'est à 900 à 1000 euros. Et de haut niveau. Et de haut niveau, oui. Oui, c'est pas la petite 900 à case 1000 de euros, village. on paye chaque mois. Et on est où? On ne dort pas tranquille, nous. Il n'y a pas la sécurité. Oui, on demande à nous reloger, oui. Et trouver bon, pas tous les locataires, mais trouver une solution pérenne. Ouais. Ouais, faire des travaux à durée de vie aussi. Ouais. Mais nous, pour trouver un endroit pour nous reloger aujourd'hui, à qui nous on parle avec ce qu'on attend, on est prêt à partir. 19h15 sur Kwezi TV, merci d'être avec nous. À présent, état des lieux du reste de l'actualité locale de ce mercredi 17 janvier, dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Lors des élections législatives de juin 2017, 54 voix ont séparé les deux candidats de la première circonscription de Mayotte. Ella Tchakrina avait alors déposé un recours devant le Conseil constitutionnel qui a été jugé recevable. L'instruction a alors donné lieu à une procédure contradictoire avec échange de mémoire entre les parties.
Hier, Ramlati Ali et la Tchakrina ont par ailleurs été entendus, non pas devant la section d'instruction, mais en séance plénière. Désormais, le Conseil constitutionnel peut soit rejeter la contestation et valider l'élection, soit prononcer l'annulation de l'élection, ce qu'il a fait à 70 reprises depuis 1958, soit réformer les résultats et proclamer élu un autre candidat, ce qu'il n'a jamais fait à ce jour pour une élection législative. À noter que les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent au pouvoir public et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Alors Ramlati Ali conservera-t-elle son mandat de député? Réponse dans les toutes prochaines semaines. Annick Girardin a répondu au référé du président de la Cour des comptes concernant la situation au port de Longoni. Il est ainsi indiqué que le ministère des Outre-mer partage pleinement plusieurs des constats établis par la Cour, notamment celui selon lequel l'actuelle délégation de services publics fonctionne de manière chaotique et conflictuelle. Selon la ministre, plusieurs solutions peuvent être envisagées pour parvenir aux améliorations souhaitables. La première conserve le département de Mayotte comme autorité portuaire, mais avec un rôle renforcé de l'État. La seconde implique que l'État se substitue au département comme autorité portuaire. Les conséquences pourraient alors prendre différentes formes, une poursuite de l'actuel DSP jusqu'à son terme, ce qui permettrait de ne pas générer de coûts pour la collectivité, la création d'un grand port maritime ou bien d'un établissement doté d'un statut ad hoc, afin de mieux prendre en compte les spécificités du territoire. Samedi dès 9h et à l'appel du collectif des citoyens de Mayotte, une grande marche va prendre corps pour réclamer une piste longue à l'aéroport du département. Depuis des années, l'affaire de la piste longue ne cesse d'alimenter l'actualité et de donner lieu à des promesses électorales. Néanmoins, pas plus tard que ce jour, une réunion s'est tenue à l'aéroport afin de faire le point sur la finalisation du dossier des lits d'arrêt. Ces derniers font office de solution de repli, dans la mesure où l'idée de la piste longue a été abandonnée par l'État. Mais le collectif des citoyens ne l'entend pas de cette oreille et réclame cette piste pour 3 raisons prioritaires: la sécurité des usagers, le désenclavement de l'île et le développement économique. La marche débutera à 9h, boulevard des Crabes, et tous les participants prendront ensuite la direction de l'aéroport. Des perturbations sont à craindre dans le secteur, même si les vols devraient être assurés normalement. Avec vous, Pierre Bellucci, sur ce projet d'aéroport. On l'a appris en fin d'après-midi, le gouvernement renonce notamment à un projet du côté de Notre-Dame-des-Landes. Oui, c'était très attendu. Ça fait plus de 50 ans qu'on parle de ce projet, qu'il y a une vraie lutte citoyenne contre ce projet. Alors à Mayotte, c'est l'inverse qui se passe. Les citoyens et les parlementaires et les nombreux collectifs s'unissent aujourd'hui pour dire nous voulons une piste longue à Mayotte. Parce qu'effectivement, il y a la question de la sécurité, il y a aussi la question du développement du tourisme. Pas plus tard qu'il y a quelques minutes, Daniel Zaidani, l'ancien président du Conseil général, a envoyé un communiqué pour lui aussi faire part de sa volonté de la création d'une piste longue à Mayotte. Donc les élus sont tous d'accord. Voilà, ça fait des années qu'on en parle, ça fait des années que cette piste longue... Alors effectivement, c'est pas simple de créer une piste longue, mais demain, en tout cas, le collectif des citoyens va aller sur place, va aller du côté de Pamandzi à l'aéroport. Ils vont rencontrer la SEAM, ils vont aussi rencontrer le maire pour voir qu'est-ce qui bloque dans ce projet. Alors on le sait, il y a un problème de foncier, il y a un problème avec effectivement la construction sur la mer, c'est compliqué, mais voilà, c'est vrai que c'est inévitable cette piste longue. Le département ne pourra se développer sans devenir un aéroport au niveau international. Donc voilà, on va suivre cette marche, ça va être un autre mouvement de grande envergure qui va occuper l'actualité dans ces toutes prochaines semaines, mais il y a une vraie détermination et c'est vrai qu'en 2018, pourquoi en 2018 aujourd'hui? Parce qu'il y a aussi cette obligation, cette exigence de la part de l'Union européenne d'une piste longue ou en tout cas un minimum de lits d'arrêt permettant de sécuriser aussi cette piste qui aujourd'hui ne l'est pas, elle fait moins de 2000 mètres et elle pose des problèmes de sécurité, donc voilà. On se rappelle encore dernièrement d'un avion Air Austral qui a eu du mal à atterrir justement en raison des conditions notamment et avait... Oui, pas plus tard qu'hier, mais de toute façon, je crois que toutes les personnes qui prennent l'avion à Mayotte s'en rendent bien compte au niveau de l'atterrissage, que c'est compliqué, il faut freiner vraiment avec véhémence, et forcément, il y a cette question de la sécurité qui revient. Et je crois que cette question de la sécurité, elle n'a pas de prix.
Encore une fois, il ne faut pas qu'on soit comme on l'a été pour la crise de l'eau, comme on l'est actuellement pour la crise des catastrophes naturelles et des glissements de terrain et de l'habitat insalubre. À réaction, il va falloir qu'on soit aussi dans l'action. Il ne faudra pas attendre qu'il y ait un drame, on ne l'espère pas, mais il ne faut pas qu'il y ait un crash pour qu'on se dise ah oui, il faut construire une piste longue. C'est maintenant qu'il faut réfléchir, c'est maintenant qu'il faut agir et en plus c'est vrai que là, encore une fois, les citoyens le réclament. Donc qu'est-ce qu'attend l'État? Ce sont quand même les citoyens qui sont censés définir l'avenir de leur territoire. Donc voilà, en tout cas on va suivre ce mouvement de très très près. Restez avec nous Pierre, on va parler à présent d'environnement parce que c'est complètement contradictoire avec ce sujet d'aéroport. Intéressons-nous justement au principal facteur à l'origine des éboulis et autres glissements de terrain, la dégradation de l'environnement face à une démographie croissante et à des pratiques qui portent quotidiennement atteinte à l'environnement. Les situations de péril imminent se sont multipliées aux 4 coins de l'île. Aujourd'hui, afin de protéger les habitations et donc de protéger des vies, il devient indispensable de protéger notre milieu environnemental. Ce matin, nous recevions Anne-Constance Sanguena du bureau Incidence, spécialiste dans la protection de l'environnement. Pierre Bellucci, laisse-moi. Défrichement, déforestation, culture sur brûlis, monoculture. Depuis des années, ces pratiques n'ont cessé de se multiplier sur le territoire. Conséquence, lors des fortes pluies, la terre n'est plus retenue, ce qui donne lieu à des éboulis et autres glissements de terrain, source de drames. 5,4 tonnes de terre qui partent chaque année dans le lagon, dans le nord de l'île, c'est une très mauvaise nouvelle pour nous habitants. 5,4 tonnes de terre. Oui. Tous les ans. Tous les ans, dans le nord, donc je ne parle pas du sud ou d'ailleurs, dans le nord. Et c'est uniquement lié à la déforestation qui génère de l'érosion. Et quand il pleut, forcément, la terre part et ravine dans le lagon. Ça a quoi comme conséquence? Ça détruit la mangrove. Si ça détruit la mangrove, les déchets vont effectivement dans l'eau. Ça contamine les poissons et derrière ça a des conséquences pour nous au-delà du fait que ça détruit les coraux, etc. C'est une forme de cercle vicieux et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux. Alors il y a les nouveaux statistiques de l'INSEE, les nouvelles statistiques de l'INSEE, donc on est de plus en plus nombreux. Polémique, on est combien réellement, etc. Mais au-delà de ça, on le voit, de plus en plus de personnes, on ne prend pas en compte l'environnement et il se passe des phénomènes, des accidents tels qu'ils s'en produisent, là, 3 dont vous avez donné les exemples tout à l'heure. Face à cette dégradation intensive de l'environnement, des habitations construites sur des zones sécurisées sont devenues sujettes aux catastrophes naturelles. Selon les dernières études, la grande majorité du territoire est désormais zone à risque. Plus de 80% du territoire de Mayotte est subi ou pourra être confronté à un aléa dit risque, érosion, inondation, submersion. 80% du territoire est une zone à risque. Bien sûr, donc à partir de là, on ne peut pas être surpris non plus quand un incident ou un accident se produit. C'est une réalité dont il faut avoir conscience. Des réalités qui appellent à une prise de conscience de la part de l'ensemble de la population. En effet, il est devenu urgent que chacun comprenne que la protection de l'environnement et de sa biodiversité va de pair avec la protection de la vie humaine. Tant qu'on ne sait pas ce qu'est un risque, tant qu'on ne le mesure pas, tant qu'on ne sait pas ce qu'est un problème environnemental, forcément on ne peut pas s'en protéger. Et d'ailleurs vous le savez bien que l'éducation, que la prévention est quelque chose d'important puisque on va mettre en place ensemble, Coesi et Incidence, 20 émissions de 26 minutes de sensibilisation à l'environnement qui n'ont qu'un seul objectif finalement, c'est de faire prendre conscience aux habitants de Mayotte de la nécessité impérieuse de protéger l'environnement. Et parmi les 20 émissions dont nous avons arrêté la liste en début de semaine, nous savons très bien qu'un certain nombre sont dédiés justement à ces logiques d'érosion, à ces logiques de déforestation, à ces logiques d'agriculture raisonnée qui vont permettre de faire prendre conscience à la population de l'importance de mieux prendre en compte l'environnement. Faire prendre conscience que Mère Nature se doit d'être chouchoutée, voilà l'une des solutions qui permettra à l'avenir d'éviter des drames humains. Pour revenir à ce sujet, on parlait justement de volonté de rallonger la piste de l'aéroport, mais il faut penser également à l'environnement. Oui, bien sûr, bien sûr. Alors après,
je pense pas qu'il y ait une contradiction, parce qu'on le voit dans la zone de l'aéroport, il y a eu aussi tellement de pollution, il y a eu tellement de choses que les coraux sont déjà morts. Donc je suis pas sûr qu'on porte vraiment atteinte en prolongeant sur cette partie-là. Et puis aussi, il faut savoir qu'il y a une partie qui va jusqu'à la gendarmerie, jusqu'aux pompiers. Donc toute cette partie-là, c'est une partie qui existe déjà. Alors effectivement, il y a des habitations, ça demande du réaménagement, mais bien entendu que la question de l'environnement, elle est primordiale par rapport à cette problématique des catastrophes naturelles et cette problématique des glissements de terrain, des éboulis, parce que c'est ce qui provoque de plus en plus ces zones à risque, ces périls imminents. 80%. 80% du territoire. Bon, alors après, il faut pas tomber dans la psychose, pas être trop alarmiste, parce que effectivement 80%, mais il y a plusieurs facteurs à risque. Ça peut être effectivement des tremblements de terre, ça peut être effectivement des glissements de terrain liés aux fortes pluies. Voilà, il y a plusieurs choses. Et puis aussi tout le littoral avec d'éventuels tsunamis. Voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent entrer en compte. Donc 80% sur une île aussi petite, finalement, c'est pas si étonnant que ça, même si c'est un chiffre qui est bien supérieur et qui est lié effectivement à la dégradation de l'environnement. Et ça, c'est important. Nous, il faut que tout le monde s'engage. Du côté de Kwezi, c'est vrai qu'on va avoir cette émission qui va être créée. C'est important que les médias aussi véhiculent, que les services de l'État et que tout le monde s'y mette pour dire que c'est vraiment le plus important de préserver Mère Nature, parce que si on ne le fait pas, effectivement, il y aura des drames humains qui se multiplieront dans les années à venir sur un territoire où la croissance démographique est très importante et où, au fur et à mesure du temps, on voit bien qu'on a un problème de foncier, et on voit bien que ce problème de foncier, au-delà du problème en lui-même, on a en plus du foncier qui est complètement détruit, en tout cas de la végétation qui est détruite sur ce foncier existant. Donc voilà, l'État, on se souvient quand même, notamment Nicolas Hulot a agi, même si c'est encore en cours, avec cette future zone protégée. On sait ces collines, mais c'est pas suffisant. Il faut protéger l'île entière, vraiment, parce que sinon on va au-devant de risques très importants et de drames, comme ça a été le cas. Donc voilà, je pense que c'était important de faire un peu un focus sur l'environnement, qui est finalement la cause de tout. Et puis si on n'est pas en mesure d'arrêter cette déforestation, ces défrichements, eh bien il y aura d'autres drames et on sera forcément encore plus soumis aux aléas de Mère Nature et à ces glissements de terrain et à ces autres catastrophes. Merci Pierre pour toutes ces précisions. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, la suite de votre programme sur Kwezi TV. Retour de l'information demain dès 6h avec la matinale. Pour ma part, je vous donne rendez-vous à 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous et à demain si vous le voulez bien.